Merci beaucoup. Oui, un des pères d'Internet, comme vous le savez, hein, le succès a de multiples pères. Hein, l'échec est orphelin, d'ailleurs, ça c'est toujours assez fascinant. Alors, effectivement, moi d'abord, je voudrais préciser, je suis ravi d'être avec Elsa, parce que moi, je suis mathématicien d'origine, et elle sait ce que c'est que la vraie vie. Les psychologues russes ont montré, d'ailleurs c'est assez intéressant, qu'il y a toujours un lien entre la faculté mathématique et la crise d'ado. Les grands mathématiciens sont des gens qui n'ont pas fait la crise d'ado. Et moi, j'ai vécu ça, qui n'en sont pas sortis, oui, ok. Et moi, le jour où j'ai fait ma crise d'ado, les maths m'ont quitté. J'ai toujours dit, les maths, c'est la première nana qui m'a plaqué. Bon, bref, ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de parler de l'humain. Et puis, moi, mon sujet, c'est évidemment toute cette renaissance, cette transformation numérique, avec en ce moment un focus sur le plan intellectuel, sur l'intelligence artificielle. Mon autre focus, si je suis à San Francisco, c'est parce qu'à 62 balais, au lieu de me faire une retraite bien méritée, j'ai cassé ma tirelire et je suis allé créer une start-up à San Francisco, dans un accélérateur, sur un sujet qui, moi, me passionne, c'est apporter du bien-être aux gens atteints d'Alzheimer. Ça, c'est un sujet qui, bref, c'est très touchant et très intéressant. Comment ces gens peuvent avoir une vie numérique, quoi. Alors d'abord, un truc qui me fascine sur l'être humain, c'est que le rapport de l'humain à la technologie a été très décrit. Hein. Vous savez, la main fabrique l'outil et l'outil change l'homme, c'est le roi courant qui a beaucoup décrit l'homme des cavernes. Moi, les époques préhistoriques me fascinent. Et entre autres, il s'est passé un jour un bouleversement, c'est qu'on a maîtrisé le feu. Première technologie qu'on maîtrise, qui a eu un premier impact, c'est que les aliments étaient beaucoup plus faciles à digérer, et que donc tous les neurones qu'on a dans cette partie-là du corps, c'est notre deuxième cerveau, d'un seul coup, il y avait besoin de moins d'énergie là, et donc ça a développé le cerveau, et on a commencé à développer l'intelligence. Et il s'est passé un premier bouleversement, c'est que d'un seul coup, on s'est retrouvé en haut de la chaîne alimentaire. Et ça, croyez-moi, ça change totalement la donne. Le jour où vous n'avez plus peur d'être bouffé par les animaux, c'est vous, votre quête, c'est d'aller bouffer les autres animaux. Et ça... Bon. Et donc après, du coup, on a pu développer le cerveau, on a pu développer plein de technologies. Alors, tous ces débats sur, oui, mais la technologie, ça rend l'humain inhumain, etc. D'ailleurs, je ne sais même pas si la question, là, est-ce que l'humain va... C'est quoi déjà le thème? Va-t-il disparaître? Ne disparaîtra pas? Je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation. Hein, D'accord, parce que si c'est une affirmation, c'est pas intéressant. Si c'est une question, la seule question, c'est se poser comment on va faire pour pas disparaître, parce que c'est quand même pas terrible si on disparaît. Enfin, surtout en ce moment, à San Francisco, je peux vous assurer que tout le monde est inquiet de la Corée du Nord. Hein. C'est pas comment l'humain va disparaître, mais c'est est-ce qu'on va se recevoir une bombe nucléaire de Kim un jour ou l'autre sur le coin de la figure, ou un tsunami, ou etc. Quoi. Donc c'est plutôt est-ce que mon quartier va disparaître, qui est à mon avis le souci des gens aujourd'hui, que est-ce que l'humain va disparaître. Hein. Donc c'est une grande peur. Quoi. Et donc en ce moment, oui, la renaissance numérique, d'un seul coup le digital, etc. Et puis en ce moment, il y a quelque chose qui préoccupe beaucoup les gens. Hein. C'est pas tellement est-ce que l'humain disparaisse, est-ce que les métiers vont disparaître avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors je veux dire tout de suite la bonne nouvelle, oui, ça, il y a plein de métiers qui vont disparaître. Hein. Vous regardez aujourd'hui, et puis on ne parle pas des éboueurs sur les poubelles, hein. Si vous regardez aujourd'hui un avocat, 70% du travail d'un avocat est parfaitement automatisable. Donc aujourd'hui, je ne conseillerais pas à un gamin d'être avocat, ou alors d'essayer d'être un avocat des temps modernes. Hein. Un comptable, j'ai lu un bouquin passionnant, il y aura probablement qu'1% des comptables de la planète qui vont résister à ça, parce que 99% du travail qu'ils font est parfaitement automatisable. Et donc, si vous voulez, tout ça, c'est tout un tas de révolutions. Il y a un très beau livre que je conseille du père et du fils Susskind, justement, sur l'évolution des métiers sous l'impact du numérique, qui montre que les médecins, vous avez vu, hein, IBM Watson aujourd'hui, commencent à faire des diagnostics bien mieux que certains médecins. Là, je laisserai la philosophe parler, mais en général, dans l'histoire de l'humanité, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui disparaissent, c'est pas les bons. C'est plutôt ceux qui, justement, n'ont pas envie de bouger, etc. Donc, il y a quelque part quelque chose qui est de l'ordre de... On élimine un peu d'un tas de choses. Maintenant, ceci dit, je vais parler, moi, de technologie, je vais parler d'intelligence artificielle, parce que il faut comprendre quand même qu'est-ce que c'est que ce machin-là, qu'est-ce que c'est que cette révolution numérique. Alors d'abord, ça date des années 60. Hein. C'était au début... L'idée de l'intelligence artificielle, c'était peut-on utiliser l'informatique pour comprendre comment fonctionne l'humain? Et ça qui est intéressant. Je vous conseille entre parenthèses d'ailleurs Ishiguro que j'ai rencontré, qui est un des grands pontes des robots humanoïdes. Il a une très belle vidéo où il dit « Moi les robots humanoïdes, je les construis parce que je veux comprendre qu'est-ce que c'est que la conscience ». Donc au début, on n'a pas construit l'IA pour dire on va supprimer des jobs, on a dit on va construire l'IA parce qu'on a envie de comprendre comment fonctionne l'être humain. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant avec l'intelligence artificielle. Ça marche quand il y a de l'intelligence. Mais pour tout un tas d'activités humaines qui n'ont pas besoin d'intelligence, ça marche très très mal. Exemple, pour être champion du monde d'échecs, il faut être intelligent.
Ah ben non, aujourd'hui les ordinateurs savent faire. Champion du monde de Go, pareil. En revanche, pour reconnaître quelqu'un, manipuler un objet, dire ça c'est des lunettes, je parle pas des sentiments, etc. Ça commence maintenant, mais on en est encore loin. Donc en fait, l'intelligence artificielle ne fonctionne pas dans toutes les tâches humaines qui ne réclament pas d'intelligence. Alors les années 90, on disait l'intelligence artificielle c'est quoi? C'est le contraire de la bêtise naturelle. Et puis après on disait, c'est pas le contraire, c'est exactement la même chose, quoi. Mais si vous voulez, quand on regarde l'évolution technologique de l'intelligence artificielle, en revanche, il y a eu une énorme rupture en 2011. Énorme. Jusqu'à 2011, on voulait modéliser l'être humain, donc première étape, ce qu'on appelait les systèmes experts, on s'asseyait à côté d'un expert, raconte-moi comment tu fais telle tâche, et puis on notait, puis on faisait des programmes. Alors pour les vieux comme moi, ça s'appelait Lisp ou Prolog, des langages de programmation qui étaient censés modéliser le comportement d'un expert. Et puis, ma foi, ça donnait pas des résultats pas toujours très satisfaisants. D'abord, les experts, ils disaient pas toujours tout leur savoir-faire. En plus, poser une question à quelqu'un, c'est pas toujours facile. Hein. Faire du transfert d'expertise, c'est pas toujours facile. Et puis, c'est dans l'histoire de l'humanité, hein, moi j'aime bien cette idée, hein, quand on a voulu construire des avions battent pas des ailes. On s'est inspiré de l'oiseau, mais on n'a pas voulu copier l'oiseau. Donc cette première étape de l'intelligence artificielle a voulu copier le raisonnement humain. Et puis on est arrivé à des modélisations du cerveau, ce qu'on appelle les algorithmes génétiques ou les réseaux de neurones, qui sont là des formes beaucoup plus sophistiquées, hein, qui permettent de dire, qui sont basées sur l'apprentissage, hein, est-ce que je peux faire une espèce de modélisation du cerveau qui permet, en fonction de bases de données d'apprentissage, eh bien, de modéliser des raisonnements humains et puis d'arriver à un certain nombre de tâches, quoi. Et en 2011, très grande rupture, 3 grandes ruptures. On invente des réseaux de neurones très sophistiqués, ils s'appellent les Convolutional Network, hein, ConvNet. Si vous êtes intéressé techniquement, il faut voir les conférences de Yann Lequin sur ce sujet-là, hein, sur YouTube. Deuxième grande révolution, on invente ce qu'on appelle les GPU. Vous savez, une carte graphique, ça a beaucoup plus de puissance qu'un processeur. Et donc, d'un seul coup, ces GPU permettent de faire tout un tas de calculs, énormément, ça multiplie par 10, voire plus, la puissance des ordinateurs. Mais surtout, on commence à avoir des grandes bases de données taguées. Et c'est ça qui est l'énorme différence entre avant 2011 et après 2011. On a de plus en plus de données taguées. Parce que il y a une chose qui est de plus en plus claire aujourd'hui, ce qui fait qu'un système d'intelligence artificielle fonctionne, c'est pas tant la qualité des algorithmes, c'est l'étendue de la base de données. Et plus vous avez une base de données qui est grande, plus vous avez des capacités finalement d'entraîner les systèmes de reconnaître. Vous savez peut-être par exemple que Facebook a un système qui est interdit en Europe, mais aux États-Unis, vous prenez une photo, hein, je prends une photo de l'Assemblée, je la pose sur Facebook et ça vous tag, hein, ça vous retrouve. Tiens, c'est Olivier Badeau qui est là, même avec sa barbe, hein, il a beau se planquer sous sa barbe, Facebook reconnaîtra, quoi. Si vous êtes intéressé, il y a des vidéos aujourd'hui très intéressantes, hein, d'analyse sémantique en temps réel. C'est un type qui se balade dans Amsterdam avec son ordinateur, il y a la caméra, puis la caméra dit là je vois un vélo, là je vois des voitures dans une rue, là je vois, etc., etc., etc. Tout ça, c'est la combinaison de ces 3 technologies. IBM Watson fait des diagnostics médicaux parce que, contrairement aux médecins, il a ingurgité des bases de données énormes en temps réel et il a tout un tas de données. Et donc c'est ça pour moi qui est la grande rupture aujourd'hui, c'est d'un seul coup on a la combinaison d'informatique très puissante, d'algorithmes qui commencent à devenir très sophistiqués et surtout de bases de données qui sont de plus en plus étendues. Entre parenthèses, si vous voulez poser la question politique du rapport entre le gouvernement et les GAFA ont beaucoup plus de données que le gouvernement, que les gouvernements. Et donc, en fait, l'IA, elle est partout. Elle va devenir de plus en plus partout. Elle est déjà partout. Hein. Vous avez peut-être remarqué que si vous êtes sur Gmail, il y a des trucs qui vont dans le spam. C'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'assurances qui sont basées sur cette intelligence artificielle. Moi, à San Francisco, je suis un des premiers à San Francisco à utiliser les services d'une boîte d'assurance qui est née à New York, qui s'appelle Lemonade, qui est entièrement basée sur l'intelligence artificielle. Leur logo, c'est très simple. Vous êtes assuré en 90 secondes, vous êtes remboursé en 3 minutes. Et en fait, ils sont capables, en fonction de la manière dont quelqu'un décrit un sinistre, de dire si c'est un faussaire ou au contraire c'est un vrai sinistre. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, 90 secondes pour être assuré, 3 minutes pour être remboursé en cas de problème. Mais donc elle est partout. J'ai même eu la chance un jour d'être dans un cockpit d'Airbus A380. Et moi j'aime bien les cockpits d'avion, j'ai visité beaucoup de cockpits d'avion.
Le cockpit d'un Airbus 380, c'est comme un cockpit d'Airbus, à un détail près. Entre le pilote et le panneau de commande, il y a un clavier d'ordinateur. C'est un avion qui se pilote par ordinateur. Et entre autres, le pilote m'a dit, tu vois, on va atterrir à Singapour. En fait, je peux choisir quelle sera la bretelle de sortie où je veux sortir. Et l'avion va calculer tous les systèmes d'automatisme, etc., pour se poser et effectivement sortir. Donc autrement dit, c'est pas du tout je tire la manette et puis je freine et puis je prends la bretelle, c'est je dis à l'avion, tu vas me prendre la deuxième bretelle ou la troisième bretelle. D'ailleurs, l'avion peut très bien dire, non, j'y arriverai pas, etc. Alors après, on peut discuter, est-ce que c'est de l'IA, pas de l'IA, pas d'automatisme, etc. Mais si vous voulez, on en arrive finalement, alors ça va être un peu la fin de cette partie-là, c'est que si vous regardez l'évolution de l'humanité, moi je vois pas pourquoi on se priverait de systèmes qui permettent d'automatiser tout un tas de tâches qui sont répétitives et puis qui ne sont pas forcément intéressantes à faire. Alors après se pose la question, là je laisse le philosophe, sur bon qu'est-ce qui va se passer de tous les gens qui n'ont pas envie de muter, qui n'ont pas envie de, etc. Mais voilà, moi je pense qu'aujourd'hui on est dans une véritable rupture sociétale et que la technologie n'a pas dit son dernier mot, on est loin, que le réseau, les bases de données, on n'a pas dit son dernier mot, on est très très loin de la possibilité. Vous avez remarqué tous quand même qu'aujourd'hui on a même pour 50 € 3 téraoctets sur son propre ordinateur. Et donc si vous voulez, on est qu'à l'aube de tout ce genre de choses et qu'il faut bien s'attendre à ce que la technologie aujourd'hui n'en est qu'à ses balbutiements et n'en est qu'à ses débuts. Voilà, c'était juste pour un petit zakouski pour mettre un peu d'ambiance. Elsa. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Finalement, alors je sais bien que c'est pas forcément ta position, mais à t'entendre, on pourrait imaginer que l'intelligence artificielle, le développement technoscientifique, on n'a pas d'autres raisons, en tout cas, de s'en satisfaire et d'en être très heureux, puisque ça apporte beaucoup d'avantages. Tu prenais l'exemple du cockpit, mais il est vrai que je discutais avec quelqu'un qui fabriquait des avions, justement, un adhérent APM d'ailleurs, et qui me disait, en fait, les avions sont tellement performants technologiquement aujourd'hui qu'il n'y a pas d'erreur. Quand il y a une erreur, elle est forcément humaine. Et qu'on est en train de calculer un logiciel qui permette de rectifier la potentialité de l'erreur humaine. Qui peut être contre cela ? Je vous passe les développements qu'on peut avoir technoscientifiques dans le cadre de la médecine, bien évidemment. Cela et ailleurs. Aujourd'hui, on ne saurait plus se passer de ce genre de choses. Qu'est-ce qui fait que justement, néanmoins, malgré tout ça, malgré le fait que le développement technoscientifique et plus largement l'éruption, l'effraction du virtuel dans notre quotidien, dont tout un s'accorde à dire, tu parlais de rupture, je crois, tout un s'accorde à dire que nos modes de vie n'ont jamais été autant modifiés qu'avec l'apparition de la virtualité dans nos quotidiens. Qu'est-ce qui fait que derrière cela surgisse une peur et plus largement une angoisse ? Une angoisse qui consiste à dire l'humanité est menacée. L'humanité est menacée dans ce qu'elle est intrinsèquement. Pour autant, au regard de l'histoire, la Renaissance, et j'aime beaucoup que tu emploies ce terme de Renaissance, la Rénovatio à l'époque, est bien connue pour ce renouvellement technoscientifique qui a donné lieu à cet humanisme classique, et qui effectivement reposait les questions qu'on pose à nouveau aujourd'hui, à savoir qu'est-ce que l'homme, son rapport avec le monde, son rapport avec la nature, son rapport avec la technique. Je vais moi aussi vous passer sur les critiques classiques de la technique. Elle ne date pas d'hier. Heidegger parlait d'un raisonnement. On est vraiment dans ce contexte à proprement parler de méfiance, de défiance de la technique. Et pour autant, vous le savez aussi, la faculté humaine par essence, c'est l'adaptation. On intègre toujours ce développement technoscientifique. Alors ça, c'est une première chose. On pourrait dire de l'ordre du constat. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression de vivre les choses un peu différemment ? Peut-être, mais ça tu pourras me dire aussi, puisque c'est quelque chose que tu connais davantage, peut-être que pour une fois, on a un rapport au développement technoscientifique qui va plus vite que ce que la conscience peut avoir de temps pour le digérer. Et donc on a un sentiment, alors déjà, je l'ai expliqué ce matin, je ne vais pas revenir sur ces analyses-là, mais le propre de du contexte dans lequel on vit, que je définis volontiers sous la forme d'hypermodernité ou de néo-modernité, c'est une représentation du temps qui se vit sous la notion d'une accélération. On est dans le toujours plus, en toujours plus vite. Moi j'aime beaucoup cette idée de hic et nunc, d'ici et maintenant, du tout de suite. Donc imaginez qu'à cela, à ce sentiment d'urgence, de précipitation, on ajoute encore une technologie qui va plus vite encore que le temps que l'on peut avoir pour la digérer.
Et donc, c'est quelque chose qui est anxiogène, c'est quelque chose qui a vertu à nous inquiéter, mais plus encore que ça. Parce que, pour vous dire qu'effectivement, je travaille moi dans le domaine des subjectivités, j'essaie d'analyser l'impact, en tout cas aussi bien dans la subjectivité, c'est-à-dire dans le rapport à soi, que dans le rapport à l'autre et dans le rapport au monde, de la virtualité sur nos modes d'être. Et fort de cela, effectivement, je suis amenée à avoir des publics très variés, et ces angoisses que j'évoque, elles sont récurrentes. L'angoisse d'une fin apocalyptique, d'une fin de l'humanité. Est-ce raisonnable pour autant? Et c'est ça la question que j'avais envie de poser. Comme tu disais, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Non seulement on peut plus s'en passer, puisqu'on sait dans le regard de l'histoire que tout ce qui est acquis technologiquement, on ne l'arrête pas. C'est-à-dire que tout ce qu'on sait faire, on va être amené un jour ou l'autre à le vivre. La seule chose qui permet de ne pas le vivre tout de suite, c'est l'éthique, à proprement parler. Donc effectivement, c'est un devenir, on n'arrêtera pas ce genre de choses, on pourra le freiner, mais on ne l'arrêtera pas, et ça va monter en puissance, de plus en plus. C'est une évidence, voilà. Donc comment faire avec ça? Et tout simplement, est-ce que notre angoisse, cette crainte qu'on entend de toutes parts, l'humanité va disparaître, l'humain en l'homme va disparaître, est-elle fondée? Alors, je me suis saisie de cette question. Et je vais vous dire tout de suite, et je vais faire œuvre d'humilité, je ne vais pas y répondre, mais je vais vous suggérer, modestement, à la petite place qui est la mienne, des éléments de pensée. Et j'espère en tout cas, et je vous parle avec cœur, parce que je pense que c'est une problématique qui est importante, je pense qu'on a besoin de réfléchir et de se poser au moins aujourd'hui, en tout cas sur ce sujet-là, d'avoir la distance nécessaire pour le penser, et c'est pourquoi je voudrais qu'on puisse interagir sur ces approches-là. Alors, la question qui est simple et grave en même temps, c'est qu'est-ce qui fonde l'humanité en l'homme? Si l'humain ne disparaîtra pas, si l'homme est amené à survivre à des éléments qui pourraient le dépasser, ce qui déjà me pose des questions, qu'est-ce qui va faire élément de résistance et donc qu'est-ce qui est intrinsèque à l'humanité? Vous voyez, c'est une question qui est difficile. Alors de rappeler toujours que les machines, comme tu disais sur l'intelligence, tout dépend des usages qu'on en fait, les machines sont produites par les hommes, donc on n'est pas dans un élément de science-fiction où d'un coup la machine sortirait d'un élément totalement hors humanité, voilà, donc ça pour moi ça n'a pas tellement de sens déjà. Et par ailleurs aussi ajouter juste un exemple, l'autre jour le samedi dernier j'étais à Strasbourg, il y avait une manifestation qui s'appelle les bibliothèques idéales, et je trouve ça très intéressant, donc on dialoguait avec plusieurs de la même manière. Et Camille Laurens qui était là nous rapportait une histoire, la suivante. Elle expliquait que les traumatisés de guerre, donc les soldats qui ont vécu qui ont un syndrome de stress post-traumatique important, et certains soldats sont frappés de mutisme. Et on ne peut plus les traiter humainement parlant. Donc là, on a imposé des robots qui font office de médiation et qui, avec ces soldats, permettent d'établir une forme de dialogue. Mais alors, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces soldats finissaient par humaniser ces robots. Alors, je me suis amusée à dire, j'ai fait un clin d'œil en disant, bah, finalement, est-ce que nous sommes pas condamnés à être humains? Puisqu'on va projeter cette humanité, même sur l'objet, vous voyez? Et donc, pour tenter de répondre à cette première question, à cette première approche, à savoir, qu'est-ce qui fonde l'humanité en l'homme? Et ce qui permettrait, en répondant à cela, de confronter la problématique de la machine, voire de l'intelligence artificielle. Je fais une petite incise dans mon discours. Nous, en philo, on a un vieux mythe, c'est le mythe du chatbot qui philosophe. Donc on va le programmer super bien pour qu'il puisse avoir des réponses de philosophe. Et jusqu'où, entre le philosophe réel, on peut imaginer un Socrate surgit de sa tombe, et puis ce dialogue avec un chatbot, au final, qu'est-ce que ça aboutit à quoi? Et puis, de la même manière, on est vraiment en médecine. Les robots aujourd'hui sont très importants, ne serait-ce que pour des aides à la décision médicale, quand justement, humainement parlant, on pêche pour prendre une décision, en tout cas, tant les enjeux sont graves. Donc effectivement, il y a plein d'enjeux à ce niveau-là, qui viennent frapper en coin de notre humanité. Qu'en est-il à proprement parler? Alors, et je ne vais pas y répondre, j'y répondrai après, je repasserai la parole, mais je voudrais suggérer à votre réflexion 4 éléments. 4 éléments, qui pour moi sont des éléments fondamentaux, qui sont ce qu'on pourrait dire les fondements de l'humain en l'homme. Alors évidemment, c'est pas exhaustif, c'est ce que j'ai trouvé être le plus juste. Et c'est humblement que je vous transmets ça. Le premier élément, c'est ce que j'ai appelé l'élément de singularité, ou encore le principe d'ipséité, c'est-à-dire, je les développerai tout à l'heure chacun, c'est-à-dire le principe que chaque individu
le principe des identités indiscernables, disait Leibniz, chaque individu est unique dans ce qu'il est. Il est forcément unique parce qu'il a un vécu unique, une manière de voir le monde unique, etc. Donc, c'est ce que j'appelais un principe de singularité ou d'ipséité, son identité propre, sa subjectivité, le fait de pouvoir dire je suis la seule à pouvoir dire je. Le deuxième point que j'ai évoqué, et puis je vous en parlerai plus longuement tout à l'heure parce que ça a résonné avec la plénière de ce matin, c'est ce que j'ai appelé tout bonnement la question de l'amour, au sens très large, l'amour de l'humanité, le sentiment d'humanité, le lien à l'autre, les sentiments, les émotions, les affects, bref. Le troisième point que j'ai évoqué, c'est très important, la notion de libre arbitre. Que le libre arbitre soit illusoire ou réel, qu'on en ait le sentiment. La notion de libre arbitre. Et le dernier point qui me semble fondamental, c'est la question de la créativité. Confronté à ces 4 points, je voudrais y ajouter 2 notions connexes, qui est la notion de mystère et la notion de hasard. Et je vous tease là-dessus et je prends la parole tout à l'heure. Merci. Le hasard, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que c'est de l'arabe hasar, qui veut dire le dé à jouer, le dé à 6 faces. Et je suis désolé, j'aime bien les maths quand même. Il y a quand même eu un moment dans l'humanité où on s'est dit, c'est Marquis de Condorcet qui a dit ça d'ailleurs, hein, il y a 2 types de probabilités. La probabilité mathématisable, celle du dé à jouer, une chance sur 6. Puis la probabilité non mathématisable, qui est la probabilité qu'il fasse beau, que je rencontre quelqu'un de sympa, etc. Et il a dit, on va appliquer en fait toutes les théorèmes mathématiques du premier cas au deuxième cas, en faisant ce qu'on appelle l'hypothèse d'ergodicité. L'hypothèse d'ergodicité, c'est les moyennes temporelles sont égales aux moyennes spatiales. Hein, donc on dit le médecin, avant le big data, le médecin il arrive, et puis voilà, Serge Bodoff il a 62 balais, il est plutôt telle catégorie. Donc je regarde quel est le pourcentage des gens qui meurent cette catégorie, monsieur Souloplatov, vous avez tant de chances de mourir. Et aujourd'hui, justement, ce que la technologie permet, c'est d'affiner ça. C'est-à-dire de dire des grandes beautés du big data, c'est de faire ce qu'on appelle du zoom in. C'est-à-dire finalement, non, monsieur Souloplatov, je le regarde plus finement, et puis je compare même des trajectoires. Hein. Les statisticiens aujourd'hui développent une méthode qui je trouve très intéressante, qui s'appelle le doppelganger. Je prends quelqu'un et je regarde si dans ma base de données, j'ai pas quelqu'un d'autre qui a les mêmes caractéristiques, qui a suivi la même trajectoire, et puis je compare 2 trajectoires. Et ça, c'est quelque chose qui est en train essentiellement de révolutionner, si vous voulez, tous les principes aujourd'hui d'approche justement des statistiques, etc. C'est qu'on est beaucoup plus fin. Avant le big data, on savait grosso modo comment l'Amérique votait. Et puis après, on a su un peu avec des sondages d'opinion, qui est une des techniques les plus stupides qui soient aujourd'hui. Je vois même encore des gens qui font des sondages, c'est débile. D'ailleurs, à chaque fois que j'en reçois un, je dis, vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle le big data qui existe, parce que franchement, votez bonne, bon. Mais aujourd'hui, avec le big data, on sait comment les gens votent au niveau d'un quartier, pas au niveau d'une rue. Et ça change totalement la donne. C'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus fin. Et donc, on est beaucoup plus fin dans la compréhension de qui on est, dans la compréhension des relations, dans la compréhension des gens. Et ça change le monde énormément. Et puis, j'avais plein de trucs à dire sur ce que tu as dit, mais j'ai totalement oublié. Tellement c'était passionnant. Bref, mais voilà. Bon. Et je poursuis alors. Oui. Mais t'es top, hein, tu sais, pour une philosophe. Ah, merci. Je suis une jeune philosophe en plus. Chez nous, on est vraiment philosophe qu'à partir de 50 ans, disait Platon, alors j'ai encore de la marge. Bon, sur ce, toujours en réfléchissant sur cette question, de remettre aussi les choses à leur place. On parle parfois, quand on associe une réflexion sur l'intelligence artificielle, le développement technoscientifique, de l'arrivée d'une post-humanité. C'est un terme qui m'a toujours étonnée. Parce que pour arriver à une post-humanité, cela impliquerait que l'humanité soit arrivée à son achèvement et qu'on ait dépassé. Arriver à son achèvement, ça veut dire qu'on sait tout, on connaît tout, on a fait le tour de la question pour un dépassement, bien évidemment. Et puis, cela impliquerait qu'elle soit vraiment dans sa réalisation la plus complète. Or, quand on se penche sur les valeurs morales, les valeurs humaines, les valeurs altruistes, on est loin de cet achèvement. Ce qui nous fait dire que d'une certaine manière, concernant la question de l'humain et de l'humanité dans sa généralité, on est à une seule école. Cette école, c'est celle de l'humilité. On est loin d'avoir épuisé le sujet. C'est-à-dire qu'avant tout, ce qui fait le cœur de l'humanité, comme le cœur de l'homme, comme le cœur de la vie, c'est le mystère. À titre d'exemple, vous donnez quelque chose de très simple.
La conscience, on pourrait dire, et je le dis en tant que philosophe et psychanalyste cartésienne et freudienne, la conscience ne pourrait être là que pour mettre au jour la question de l'inconscient. L'inconscient, par essence, est un mystère. Vous savez bien ce qu'on dit, on a parfois le sentiment d'être agi plutôt que d'agir. Il y a une part en nous, complètement irrévélée, sans pouvoir donner le moindre accès, qui se manifeste par ailleurs, qu'on appelle inconscient. L'inconscient, c'est aussi, point de vue peut-être plus neuroscientifique, cette manière dont le cerveau fonctionne de manière tout à fait inconsciente et pourtant parfaitement brillante. Le deuxième mystère, évidemment, c'est notre corps. On est loin d'avoir remonté la mécanique cartésienne. On est loin de l'avoir résolu. Le corps, mon Dieu, aussi, avec une vision tellement techniciste qu'on peut avoir aujourd'hui, organiciste parfois. On est loin de l'avoir épuisé, le mystère du corps. Et puis, le mystère de l'identité, évidemment. Le mystère de l'identité, le gnotis théotone, le connais-toi toi-même, le qui suis-je, si cher à Socrate, mais il est toujours d'actualité. Je l'enseigne, je le cherche, on le quête. Vous êtes peut-être en interrogation, en recherche spirituelle, mais on n'en finit pas. Et peut-être pourrons-nous dire seulement, à l'instant qui précède notre mort, voilà qui je suis. La quête identitaire est un mystère sans fin, il faut avoir vécu jusqu'au bout pour en dire quelque chose. Et donc, Jan Kelevich disait très justement le mystère quotidien de nous et du monde. Voilà ce qui nous définit. Le mystère quotidien de nous et du monde. Nous sommes de toutes parts entourés de mystères. Alors, il y a d'un côté l'illusion d'une surpuissance technologique, de connaissance, de savoir, mais à côté, beaucoup plus grande et bien moins souvent évoquée, cette question du mystère. Alors, partons de cela. Qu'en est-il des 4 points que j'ai évoqués? Le premier, je ne ferai pas trop long. Le premier, c'est la question de la singularité du sujet, la capacité à dire je, le principe d'individuation, la capacité à avoir conscience de soi. Comme je le disais, par essence, nous sommes tous des êtres uniques, de par notre vécu, de par notre histoire, de par même notre génétique. Nous sommes tous des êtres uniques. Comment, à partir de là, imaginer qu'une machine, quelle qu'elle soit, pourrait réduire cette unicité? Chaque seconde que l'on passe constitue une identité unique. Une respiration constitue une identité unique. Le principe de singularité est un principe d'humanité par essence. Le deuxième principe, c'est celui que j'appelais de l'amour. Alors, pour pas... je vais vous dire quelque chose, je suis désolée, mais pour ceux qui me connaissent, il y en a... j'ai beaucoup travaillé sur la question de la sincérité, donc je vais être sincère et franche. Voilà. Ceux qui me connaissent saisiront la différence. J'étais un peu étonnée de la plénière de ce matin parce que il y avait beaucoup de bons sentiments, et je pourrais presque dire de sentimentalisme. Et alors je voudrais que vous réagissiez avec ça. Peut-être que vous allez détester mon propos, mais c'est pas grave. Le but c'est qu'on arrive à penser ensemble, à réfléchir. Bien sûr qu'on ne peut pas ne pas aimer les gens qui nous invitent à aimer. Qui serait contre aujourd'hui il faut s'aimer les uns les autres, il faut avoir le souci de l'autre, il faut être dans la bienveillance, il faut des injonctions comme ça, on en a tous les matins. Personne ne peut être contre ça, personne peut s'ériger contre ces évidences. Et moi j'ai plutôt envie de dire, l'humanité n'a-t-elle pas toujours fonctionné comme ça? C'est-à-dire que du bien on en fait quotidiennement, on l'expose pas, on le dit pas. Ça peut être des actions moins flamboyantes que les exemples qu'on peut avoir parfois dans des conventions ou autres, mais en tout cas on le fait tout le temps. Ce qui nous traverse de part en part, c'est ce bien, c'est ce souci de l'autre, c'est cette présence de l'autre. C'est l'amour, au sens de l'amour du genre humain, qu'on participe à une même espèce, à une même communauté, à une même temporalité, à un même contexte. En clair, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble, le liant et le lien de la même manière. Personne n'est contre ça, mais est-ce qu'être homme, c'est n'être que dans les bons sentiments? Serions-nous tous de caractère divin? Je ne pense pas. Et surtout, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que depuis 25 siècles au moins, on nous parle du bien, de l'amour comme une finalité? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas tous à être en paix et à s'aimer les uns les autres? Parce que c'est pas ça l'humanité. Et qu'il serait plutôt bon de réfléchir comment mobiliser nos émotions, nos affects négatifs et surtout nos principes haineux, qui sont aussi fondamentaux que nos principes d'amour. J'appelle plutôt ça l'altérisme, ce lien qu'on doit nouer, qu'on doit injecter de sens, qu'on doit penser, qu'on doit pas imposer comme une injonction, qu'on enrichisse avec nos faiblesses, avec nos erreurs, avec nos ignorances, avec tout ce qui fonde notre humanité en l'homme. Eh bien, ça, c'est ce qui fait que ça continuera à perdurer, parce que c'est soumis au hasard, c'est pas toujours dans une logique rationnelle, la pulsion y a son compte, quantité d'interactions qui ne sont pas maîtrisables, et qui fait que le hasard aussi en permanence est soumis. L'existence est soumise au hasard. L'amour
disait Lacan, c'est la question, c'est aussi la réponse. Mais l'amour ne se pense jamais sans son revers. C'est ça, cette totalité. Troisième chose, la question du libre arbitre. Alors, je ne vais pas opposer Descartes et Spinoza, vieille querelle. Je crois que la question, c'est pas tellement de savoir si intrinsèquement on est libre, qu'est-ce qu'on définit derrière le terme de liberté, qu'avoir le sentiment de pouvoir prendre des décisions et dans cela d'en devenir responsable. Vous savez que la liberté ne va pas sans la responsabilité et que cette notion-là, cette notion qui peut être étendue à la notion d'autonomie, à autonomos, se donner à soi-même sa propre loi et donc agir comme un individu responsable, ce sentiment-là, y compris sur la machine, y compris sur le monde, y compris sur notre relation à l'autre, c'est quelque chose qui nous préserve et qui fonde l'humanité en l'homme. Le dernier point sur lequel je voudrais m'attarder, c'est sur celui-là. En réfléchissant sur le titre de cet atelier, je suis tombée sur une phrase de Cocteau, qui résume bien à la fois ma pensée, et peut-être l'idée aussi qu'il y a derrière tout ça. L'homme ne disparaîtra pas tant qu'il saura rêver, disait Cocteau. Le dernier point que je voudrais soulever, qui me semble fondamental et pour moi un des enjeux de notre néo-modernité, c'est la question de la créativité. Dans l'étymologie de la créativité, vous avez créare, il y en a deux, il y a cresco aussi, qu'on retrouve d'ailleurs dans la sincérité, qui est la croissance, l'émergence, faire pousser, produire. Qui a donné aussi faire naître du néant, faire surgir de rien. Quelle est la puissance du génie artistique? Quelle est la puissance du langage du romancier? De faire surgir une vérité du monde, immatérielle, inépuisable, sous le joug de l'émotion, sous le joug de la rationalité, sous le joug du corps, sous le joug des affects, et qui en même temps dit ce que nul autre que lui ne peut dire, donne à voir, ce que nul autre que lui peut donner à voir, cette respiration d'existence. Moi j'appelle ça la chair du monde. Cette vérité-là, qui est quasiment une vérité métaphysique, nul autre accès que par l'art. J'aurais envie de vous dire, cette résistance, ce qui fonde l'humanité en l'homme, cette résistance de l'humain face à cette angoisse du développement technoscientifique, pourrait se résumer en cette idée, poétisons nos existences. Poétisons nos existences et redonnons à sa place, à la place qu'a l'humanité, sa densité culturelle, intellectuelle, poétique, artistique, inutile aussi. Et faisons de nos vies une œuvre d'art. Merci. J'ai dit à Elsa, tu es top. Je partage ce qu'il a dit. Toi aussi, tu es top, Serge. Mais je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Oh, c'est un tout petit quelque chose sur cette idée de la machine qui remplace l'homme. Il ne faut pas oublier la grande découverte de Pasteur. Le grand découverte de Pasteur, c'est pas la rage, c'est la différence entre les molécules du vivant et du non-vivant. Les molécules du non-vivant sont symétriques. Les molécules du vivant sont asymétriques. Prenez le cristal de roche dans le miroir, c'est le même. Prenez la molécule d'ADN, elle tourne à gauche ou elle tourne à droite. Et que la machine remplace l'homme, ça voudrait dire que le symétrique l'emporterait sur l'asymétrique. Il faut quand même le faire, c'est quand même du boulot de faire ça. Si les Japonais adorent le ginkgo, c'est parce qu'après Hiroshima, au bout de 3 mois, alors qu'on pourrait dire, bah, tout est cramé, il y a une pousse de ginkgo qui ravit. C'est-à-dire que l'asymétrique a repris le pas sur le symétrique. Et donc pour moi, si on disparaît, c'est tous ensemble. C'est Mars. Hein. On va sur Mars parce qu'on se pose la question pourquoi d'un seul coup tout a disparu. Mais la machine qui prendra le pas sur l'homme, et nous, on s'aime mais on se déteste parce qu'on est asymétrique. Quel plaisir, comme ils sont complémentaires. Donc vous avez eu les 4 principes, vous avez eu l'introduction. Ce que je vous propose, il nous reste, j'aime pas trop être la maîtresse du temps, mais c'est quand même le cas, il nous reste une petite demi-heure. Et on va vous proposer une vraie interactivité, on va vous proposer des échanges sur ce qui vient d'être dit. Vous avez des micros à votre disposition et on vous passe la parole pour continuer d'échanger sur ces thèmes. Alors, première question. Alors, la salle est un peu sombre. Je vais passer celui-là, on récupérera l'autre après. Merci. Donc, je une question, savoir à partir de quel moment, et si c'est possible, que l'intelligence artificielle ait conscience d'elle-même. Bah, ça, c'est le grand débat. Hein. Tout le monde dit l'ordinateur a gagné le Go, mais premièrement, il ne sait pas qu'il a gagné. Et deuxièmement, il ne va pas avec ses copains boire un verre, etc.
Oui, fêtez ça après à l'apéro. Non, je crois que d'abord, c'est une question qui est très difficile parce qu'on ne sait même pas encore ce que c'est que la conscience. Et donc on ne peut pas dire la machine va dépasser l'être humain en conscience si on ne sait pas ce que c'est que la conscience aujourd'hui. Et que c'est quand même là où il y a quelque chose de... En revanche, et ça c'est vraiment un raisonnement de mathématicien, scientifique froid, hein, on peut faire des projections, alors qu'est-ce que ça vaut une projection, sur la capacité de traitement. Hein, on sait que vers 2050, on a la capacité d'un ordinateur peut faire a plus de capacité de traitement qu'un cerveau humain. Un cerveau humain, c'est de mémoire 10 puissance 13 neurones qui ont chacun une centaine de connexions, avec un processeur qui tourne à peu près à 100 Hz, hein, puisque je crois qu'il faut un centième de seconde pour qu'il y ait une information qui transite entre deux neurones. Une machine aujourd'hui, c'est à 2 MHz, et puis ça augmente, je ne parle pas des ordinateurs quantiques, parce que là, il y aura le véritable saut, hein, on ne sait pas encore si on pourra les fonctionner ou pas, etc. Donc, on sait dire quand est-ce que la machine aura des capacités de traitement. Et quand est-ce que la machine sera capable de conscience, d'amour, de sentiments, etc. Elle sera capable de les simuler. Je veux dire, j'ai un fils qui est chef d'orchestre, et puis on s'est changé, là, depuis hier, tout le monde s'est usage sur un chef d'orchestre robot qui était en Suisse. Je veux dire, en 2008, Asimov arrive et fait tous les gestes d'un chef d'orchestre. Sauf que il n'a pas la conscience d'un chef d'orchestre. Sauf que Gennady Rozhesvansky, qui est un très grand chef d'orchestre russe, a cette phrase magnifique, il disait en Russie, à l'époque du communisme, il y a eu des tentatives de diriger des orchestres sans chef. Eh bien, dit-il avec un grand sourire, un orchestre sans chef, ça peut jouer aussi bien qu'un orchestre avec chef. La seule différence, c'est que sans chef, il faut une centaine de répétitions. Avec chef, on arrive à un résultat en 5 répétitions. Et donc, si vous voulez, il y a tout ce travail de confrontation, etc., qui lui est d'ordre de la conscience, du plaisir, etc., qui fait que non, un robot peut diriger, mais un robot ne pourra pas faire répéter. Parce que là, on est dans autre chose. Maintenant, je dis ça, vous savez le nombre de bêtises que j'ai dit dans ma vie, hein, c'est peut-être une. Hein. Mais déjà, il faudrait pouvoir définir qu'est-ce que c'est la conscience et la confiance, avant de dire quand est-ce qu'on pourra dépasser. En revanche, les capacités de calcul, ça on les connaît, les capacités de stockage, on les connaît, voilà, à peu près les cours. Évidemment, moi je ne vais pas répondre à cette question. La conscience, de manière très classique, c'est comme ce qui irait savoir avec, savoir par. Il y a en tout cas 2 types de conscience. C'est ce qui nous permet d'apprendre, de voir le monde, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle la conscience réflexive. Le fait d'avoir conscience de soi, de se penser soi-même dans le monde, le fait de plonger à l'intérieur de soi. L'introspection, la méditation, tout ce que vous voulez. Enfin, et effectivement, on pourrait imaginer qu'une intelligence artificielle puisse se penser elle-même comme sujet. Déjà, est-ce qu'elle en aurait l'utilité? Pourquoi? Et puis d'autre part, parce qu'elle est programmée parfaitement, donc normalement de ne pas se remettre en question, pas avoir conscience de cela. Puis de rappeler aussi que la conscience humaine a cette particularité, c'est que on a conscience de la mort. Voilà. C'est ce qui change toute la donne en fait. C'est on se vit, on se pense, on angoisse, on tout ce qu'on veut, on prend son pied ou pas, enfin peu importe, parce qu'on sait qu'il y a une fin. Et il faudrait insérer cette notion de mort en fait. Mais comment avoir le sentiment de la mort alors que même par définition la mort c'est ce à quoi on ne peut pas avoir accès? Comment avoir ce sentiment d'une angoisse existentielle alors que par essence c'est quelque chose qu'on ne sait pas, on n'en revient pas. Donc comment arriver à saisir cet insaisissable qui fait le cœur du sujet humain? Kierkegaard disait d'ailleurs que l'homme est une tension angoissée vers la transcendance. C'est-à-dire... Alors que si tu me permets, les ordinateurs, oui, ça très bien ce que c'est que la mort, hein. Vous débranchez, puis vous le rebranchez. Sans en avoir conscience, même si elle n'a pas besoin de cette conscience-là. Et donc, cette tension angoissée vers la transcendance, parce qu'on sait on connaît la fin, on sait que c'est inéluctable, qu'on ne peut pas l'éviter, eh bien, je pense qu'il n'y aura pas de conscience de soi, il n'y aura pas de conscience à ce moment-là, tant qu'on n'aura pas injecté cette angoisse-là dans un ordinateur, dans une intelligence artificielle. Ceci dit, il faut lire le magnifique ouvrage Le Guide du routard galactique, je ne sais pas si tu l'as lu, dans lequel il y a un robot magnifique. C'est un robot, c'est à peu près comme HAL en 2001. Le robot, il sait tout, il répond à tout, il a conscience, il a l'universalité. Il a juste un problème, il est déprimé. Donc à chaque fois qu'on lui pose une question, il dit « Ouais, tu sais, non, franchement, ça m'intéresse pas. Je pourrais pas faire ça, non, écoute, je suis fatigué. » Il est génial, ce robot. L'enthousiasme, la sublimation, ce sont des traits de caractère très pulsionnels, des mécanismes de défense qui permettent de nous éprouver. On est capable de folie, de la pure folie, mais d'une pure jouissance. Enfin,
Mais alors qu'on avait, un instant avant, on avait décidé de totalement autre chose. Cette inédit-là, voilà, faudrait le mettre dans une boîte, mais on n'est pas encore là en tout cas. Autre question? Alors, ici, Jacques, juste au deuxième rang, ou Dominique, je ne sais pas lequel est plus près. J'ai deux petites questions pour Serge. Tu as dit que l'intelligence artificielle a connu un boom extraordinaire grâce aux données taguées. Or, les données taguées jusqu'à maintenant, les Facebook, les Twitter, etc., c'est quand même pas très smart. Donc, est-ce qu'on risque pas d'avoir une intelligence artificielle qui raisonne de manière très smart, mais sur des données de très faible intérêt? Deuxième question, c'est que le jour où l'humain disparaîtra et on n'aura plus de données produites par les êtres humains, sur quoi raisonneront les ordinateurs? D'abord sur la première question, les bases de données, les premières bases de données taguées, c'était tagué sérieusement. C'est-à-dire que c'était des gens, des scientifiques qui faisaient du bon boulot. Deuxièmement, alors effectivement, on le sait très bien, il y a un problème de qualité des données. Est-ce que tu te souviens du reCAPTCHA? On voit toujours le reCAPTCHA. C'est au début, il fallait taper 2 noms. Pourquoi 2 noms? Qui le sait aujourd'hui? Voilà. C'est une petite boîte qui avait une idée géniale. L'un des 2 noms, je prends un autre problème, qui est un problème très sophistiqué, qui est le problème du scan de bouquins. Je ne sais pas reconnaître les caractères, je ne sais pas faire de l'optical character recognition, mais en revanche, je sais très bien découper ma page en mots. Là, je prends le mot et je le tords. Et c'est l'un des 2. Et donc, en fait, vous, quand vous tapez là, vous tapez le premier mot, ça c'est pour prouver que vous êtes un être humain, et vous tapez le deuxième mot pour faire de la reconnaissance de caractère gratuite, non pas pour la petite boîte, mais pour Google qui l'a racheté. Et bien sûr, le même mot est présenté 10 fois. Après, ils ont fait ça aussi sur les panneaux, dans les rues, sur les etc. Et donc finalement, aujourd'hui, on est capable de taguer avec une bien meilleure précision que tout ce qui se passe dans ce Facebook et dans etc. Avec des méthodes qui moins faciles. Je veux dire, on travaille tous pour Google. On ne le sait pas, mais c'est quand même fascinant, quoi. Et donc, troisièmement, après, il y a quand même pas mal d'algorithmes pour être capable je dirais quand même de séparer un peu ce qui est bien tagué de ce qui est pas bien tagué. La deuxième question, c'était le jour où les êtres humains ne fourniront plus de données. Bah, c'est le jour où on sera mort. Si tu veux, alors, dans les modes, moi j'ai beaucoup regardé les modèles communautaires, hein. Je crois que c'est un des grands paradigmes, ou l'immense paradigme aujourd'hui, on est dans les modèles communautaires. Pourquoi est-ce qu'on accepte de fournir des données? Parce qu'on a quelque chose en retour. Et si tu veux, si un jour les êtres humains, et alors là moi je rejoins Elsa, moi c'est plutôt le problème de la confiance qui est le problème numéro 1 aujourd'hui, hein. À qui fait-on confiance? Mais pour que les êtres humains arrêtent de donner, il faudrait qu'il y ait une perte totale de confiance. À mon avis, une perte totale de confiance, c'est une des choses les plus graves qui soient, hein. Aujourd'hui, les sociologues disent que la confiance, elle n'est pas dans les marques, elle n'est pas dans les États, elle n'est pas dans les GAFA, la confiance, elle est dans la communauté. Mes amis, ma famille et les amis. Hein. Un jour, un militaire français m'a dit, on sait très bien que s'il y a une guerre demain en France, le PIDAS ne défendra pas la patrie, il défendra sa famille et ses potes. Et donc, tant qu'il y a un lieu de confiance où j'ai intérêt à donner, parce que je reçois en échange. J'ai intérêt à donner mes données de santé parce que je sais que globalement, l'humanité va progresser. J'ai intérêt à écrire dans Wikipédia parce que je sais que c'est une œuvre commune. Les montagnards savent très bien ça, hein, c'est le cairn en montagne. Quel est mon intérêt de mettre un caillou sur le cairn puisque de toute façon il est là? C'est pour ceux derrière. Et je sais très bien que si je ne mets pas mon caillou sur le cairn va s'effondrer, c'est tout le monde qui va morfler. Et donc ça tient là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un équilibre remarquablement instable. La confiance est un équilibre instable. Là, il suffit qu'il y en ait un qui décode pour que tout l'édifice puisse s'écrouler. Et pourtant, ça tient. Juste rajouter un mot sur la confiance, c'est confides, avoir foi avec. Et donc, le propre de la confiance, ce n'est pas une certitude. Si on décide de faire le pari de la confiance, c'est qu'on fait le pari de l'autre, et donc on prend le risque majeur d'être trompé, d'être trahi, d'être quitté, d'être abandonné, etc. Le propre de la confiance, c'est une incertitude, c'est une croyance presque absurde, sans aucune garantie. Et donc effectivement, je pense que c'est faire le pari de l'humain par essence. Ah, bon, ça c'est une banalité, mais on a confiance dans les autres quand on a confiance en soi déjà. Après, ça implique le divan, hein, mais c'est une autre séance si tu préfères. D'ailleurs, c'est l'histoire du type qui va voir son psychanalyste, probablement Elsa, qui dit « Docteur, je hais. » Et
Et ça répond, monsieur en français, on dit pas je dit je suis. Et on dit, mais je suis qui, docteur? Alors, des multipersonnalités intéressantes, en tout cas. Une autre intervention? Je ne dis pas que les 4 principes d'Elsa, vous les sembloient. Je pourrais en rajouter un autre, penser, hein. Voilà. La résistance par la pensée. Le premier rang. Merci. Bonjour. Une question qui me vient très spontanément au travers d'éléments qui ont pu être abordés, c'est la possibilité de faire un lien. Et la question, c'est de savoir s'il est possible de faire ce lien entre l'intelligence artificielle, le big data et l'émergence ou la cristallisation d'une intelligence collective, voire d'une conscience collective, et quel impact on pourrait envisager sur l'évolution de l'homme dans son humanité. Alors d'abord, moi bien sûr, hein, il y a un phénomène d'intelligence collective qui est en train de se produire actuellement, hein, qui est basé sur des mécanismes de renforcement. Wikipédia en attend la plus belle démonstration. C'est finalement ce que j'explique souvent dans mes interventions à la PM, c'est qu'aujourd'hui, on est forcé de raisonner conscience, intelligence collective. Alors pourquoi? D'abord, une intelligence collective n'est pas une somme d'intelligence individuelle. J'ai connu à France Télécom un comité de direction de gens tous individuellement plus intelligents les uns que les autres devenir collectivement idiots. Ça vous prenez n'importe quel conseil des ministres, enfin, les gens d'avant, j'espère que maintenant ça a changé. Vous avez la même chose. Hein. À l'inverse, Wikipédia, c'est pas des prix Nobel. Sauf que des gens qui ne sont pas forcément individuellement intelligents, ça fait une intelligence collective qui est très très forte. Pour moi, tout est lié, je vais vous la faire courte, hein, tout est lié au problème de l'homéostasie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un monde qui est hyper chaotique, où tout change, tous les schémas linéaires prédictifs ne fonctionnent plus. Hein, j'ai ma version française de la fameuse phrase de Bertrand Russell, tous les matins, loi du Périgord est 2 fois plus heureuse que la veille, jusqu'au 23 décembre. Et là, il se passe quelque chose. Et si vous voulez, donc l'homéostasie, c'est la propriété d'un système de rester en équilibre dynamique, quelles que soient les variations de l'environnement. Et le plus bel exemple d'homéostasie, c'est le corps. Vous avez remarqué que qu'il fasse moins 10 ou plus 30 dehors, la température interne du corps ne change pas et reste la même. Et pourquoi elle ne change que quand on a la fièvre? Des raisons internes. Qu'est-ce qui fait que notre corps atteint cette homéostasie et que malgré toutes les agressions, on continue de vivre et de plus en plus longtemps, hein. C'est parce que toutes les composantes du corps s'échangent de l'information. Le cœur, la rate, le poumon, les reins, etc. Et quand ça ne s'échange plus d'informations, c'est le cancer, on sait où ça va. Et donc, pour moi, je dis toujours, le rôle numéro 1 du dirigeant aujourd'hui, c'est est-ce que l'information et la connaissance circulent le plus efficacement possible dans mon entreprise, dans ma boîte. Ça, pour moi, ça doit être l'obsession du dirigeant. La vision, mais est-ce que l'information et la connaissance circulent bien? Et ça, je dis toujours, résoudre ce problème passe par 2 choses. Une première qui est extrêmement facile, qui est de mettre en place des infrastructures. On a ça, on a des réseaux, on a alors ça. Et en plus, une des joies, une des beautés de l'Internet, c'est que c'est un business model de partage qui fait que vous avez ça à bas prix. Hein, je veux dire, c'est quand même pas cher tout ça aujourd'hui. Le dernier iPhone, un SMIC. Oui, mais alors, quand je dis tout ça, je parle plutôt du réseau. Hein, c'est ça qui est marrant. Mais l'iPhone, t'as raison. Mais la deuxième chose, c'est est-ce que je peux faire ça avec ma structure actuelle? Et la réponse est non. La hiérarchie ne fait pas bien circuler l'information. La non-confiance ne fait pas bien circuler l'information. Ah, je cite, pardonnez-moi ceux qui m'ont déjà entendu, mais je cite toujours, j'avais rencontré un type, un consultant qui était un peu fou. Il avait gagné une proposition de quelqu'un qui avait une boîte de ramassage d'ordures industrielle. Et il voulait un grand plan marketing pour trouver des nouveaux clients. Et il s'attendait à une matrice du BCG, sauf que comme il n'avait pas payé le prix du BCG, Et mon copain qui était un peu fou, il lui avait vendu une matrice du BCG, et au lieu de faire la matrice du BCG, il a passé 4 jours à se faire copain avec les types sur les poubelles. Au bout de 4 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait gagné leur confiance. Les types lui ont dit, bah, patron, il veut de nouveaux clients, mais nous on sait où ils sont. Tous les matins, on voit des tas d'ordures, là on dit, mais pourquoi le patron, il va pas là? Donc le type sur la poubelle a. Résoudre le problème, c'est dire au type, tu prends un smartphone, et puis tu prends une photo, et puis c'est géolocalisé, donc comme ça, on sait. Très simple.
Le problème, c'est que son patron, dans un modèle hiérarchique, lui dit « Excuse-moi, t'es pas là pour faire du marketing, t'es là pour ramasser les ordures. » Alors, et ça, c'est humain comme problème. Merci pour cette belle question aussi, puisque ça fait écho à la conclusion que j'avais envie de formuler. La conclusion entre guillemets, bien sûr. Ils ont une idée d'ouverture. Je pensais à une chose. Pour moi, l'Internet, en tout cas, c'est une occasion inespérée qu'on n'a jamais eu d'autant se rencontrer. Voilà. Pour moi, c'est un outil de mise en lien. Et après, tout dépend ce qu'on en fait, hein, ça peut rester de la virtualité, comme on dit, de l'anonymat, etc. Mais pour moi, ça a été une occasion inespérée de rencontrer, à grande échelle, de l'autre, de l'altérité, et dans quelque chose qui est fondamental, dans de l'ordre de la différence. Voilà. On rencontre de la différence, de la multiplicité. On rencontre de l'autre que soi, ontologiquement parlant. Et indéniablement, cela a suscité une réflexion autour de cela que je vais vous soumettre en guise de conclusion, entre guillemets. Jusqu'à présent, on a eu le primat dans une société, ce qui faisait liant, ce qui faisait ce qu'on appelle le zoon politikon, l'animal social. Chez Aristote, par exemple, c'est la philia, c'est-à-dire, on traduit rapidement par amitié, mais c'est plutôt le lien social. Et la philia, le lien social, tout cela était maintenu par des règles, par des lois. Alors, des lois qui étaient soit sous modèle d'une transcendance, je vais rapidement les résumer, donc il y en a 3 dans l'histoire du moins. Le modèle de la nature, on imite les lois naturelles, elles sont justes, etc. On calque les lois politiques sur les lois de la nature. Dieu, évidemment, hein, la transcendante, ou encore la raison universelle dans les Lumières. Donc effectivement, de ces lois, de ces règles, est sorti ce qu'on pourrait appeler alors une éthique, des éthiques chez les Grecs, ou une morale plus tardivement. Et donc ces principes, je vais résumer ça sur des principes moraux, ont ordonné nos sociétés et nos vivre ensemble. Il me semble qu'aujourd'hui, pour tout un tas de raisons et de bouleversements, ces principes moraux ne tiennent plus de la même manière. Et je pense que le devenir, en tout cas, de notre vivre ensemble, sera moins lié par ce que j'ai appelé une conscience morale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de transcendance aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure des religions séculières et des règles. Hein, on sacrifiait sa vie pour la nation, pour la patrie. Cette conscience-là n'existe plus à l'heure de l'hyper-individualisme. Je pense plutôt que ce n'est pas du côté de la conscience morale, accomplis ton devoir au sens kantien du terme, tue-toi. Je pense plutôt, ça tient pas à l'heure de l'hyper-individualisme, je pense plutôt que ce qui va justement maintenir le lien, la cohésion, le lien social, et plus largement le vivre ensemble, c'est ce que j'ai appelé une conscience politique. Une conscience politique, c'est une conscience pas au sens de la politique, mais du politique, c'est-à-dire la capacité de pouvoir s'engager dans la cité. Pas seulement en allant voter ou en allant manifester, mais en ayant conscience de notre vivre ensemble et du lien qui nous unit à l'autre, parce que dans le jeu, ne se pense pas sans le nous de la communauté. Et donc, on parle de communauté, que ce soit dans les réseaux sociaux ou ailleurs, c'est effectivement un communautarisme très important. Et pour moi, c'est ça, avoir la conscience politique, la conscience de sa présence dans le monde avec l'autre, pas contre ni, mais avec l'autre, et de pouvoir fonder ensemble, à vivre ensemble. Voilà. Merci à vous. Y a-t-il une intervention là-haut Tout en haut, je peux peut-être faire passer un... Tout en haut sur la colline. À gauche. Marie-Josée, le club de Haute-Loire. Vous avez parlé tout à l'heure, c'est ça, des fondements de l'humanité, et vous, enfin, ce qui nous différencie, hein, la créativité, l'amour. Et vous avez dit aussi que vous aviez beaucoup travaillé sur la sincérité. Tout à l'heure, je vais aller dans un autre atelier qui s'appelle le despotisme éclairé ou la démocratie a-t-elle encore un avenir? Et vous venez justement de faire la boucle avec tout ça. Donc j'aimerais que vous... Parce qu'à mon avis, la sincérité, c'est aussi un des fondements. La sincérité ou le fait, justement, ou la tromperie, hein, oui, le revers, comme vous dites si bien. Donc j'aimerais que vous alliez un peu plus loin dans votre propos par rapport à ça.
Merci beaucoup. C'est une vraiment bonne question. La question de la sincérité, c'est vrai que je le développe rarement parce que c'est une intervention que je fais à l'APM et puis j'ai beaucoup écrit dessus, j'ai beaucoup travaillé dessus. Il n'y a pas de lassitude dans mon sujet, au contraire, mais j'ai toujours l'impression que tout le monde sait déjà de quoi il s'agit, alors je passe toujours rapidement dessus. Moi, je suis pas sincère, quoi. Si, c'est vrai. En fait, je définis la sincérité. Pour moi, la notion de sincérité, d'authenticité, d'engagement, ça va dans la problématique de la singularité. Parce que, effectivement, la sincérité telle que je la définis, en tout cas, c'est l'adéquation à soi. Alors, comment parvenir à être en adéquation avec soi-même si on ne se connaît pas? Et de la même manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, la connaissance de soi reste un mystère dans sa totalité, dans son achèvement. On tend vers soi plus qu'on ne l'embrasse en totalité. Du coup, être dans un registre d'effort de sincérité, donc de questionnement, et donc d'avoir ce qu'on pourrait appeler un souci de soi. Se porter soi-même comme une grande question, ou encore avoir une attention à soi. Or, il s'avère qu'avoir une attention à soi, s'interroger dans sa manière de faire des choix, dans sa manière d'agir, dans sa manière de tisser des liens ou pas avec les autres, s'interroger et ensuite agir, ça c'est aussi une définition de la liberté. Donc effectivement, j'ai résumé 6 heures d'intervention en 2 minutes 30, c'est merveilleux. Donc effectivement, pour moi la liberté ne va pas sans la conscience de soi. La liberté ne va pas sans la capacité à se saisir comme sujet dans le monde, puisqu'on n'existe pas sans les autres, sans le contexte, etc. Et donc je pense que une conscience politique, telle que j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, ne peut passer que par une adéquation à soi. Sinon il y a une facticité, ça ne tient pas. Donc vous pourrez aller à l'atelier prochain et vous pourrez intervenir. Je crois que vous avez un beau sujet de réponse. Une dernière intervention, une dernière question, et je vous demanderai à chacun un petit mot de la fin. Je suis désolée, je ne vois pas très bien s'il y a des mains qui se lèvent. Oui, ici. Oui, juste une petite question peut-être très pratique pour les chefs d'entreprise que nous sommes. Quand on parle de toutes ces technologies, pardon, ça peut être un peu anxiogène pour les gens, parce que comme vous l'avez dit, ça va très vite, on ne contrôle pas, on ne sait pas. Comment peut-on, dans l'entreprise, essayer de se protéger de cette anxiété? J'avais proposé moi ce sujet-là d'aujourd'hui à Fleur, à l'époque, pour cette raison-là. Par souci de ce que tu viens de dire. Et je pense, en fait, pour moi en tout cas, mais peut-être que c'est trop naïf après, hein, j'assume ce que je suis pleinement, mais je pense qu'il faut prendre le risque de l'autre en fait. Et donc prendre le risque de l'autre, c'est prendre le risque de l'ignorance. On ne contrôle pas, on ne sait pas, mais on ose. Il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage, de l'ordre de la découverte. On peut y aller avec beaucoup d'inquiétude, mais on peut y aller aussi avec beaucoup de curiosité. Ce qu'on a à découvrir n'est pas forcément négatif. L'inédit n'est pas forcément négatif. Je sais qu'on a un mécanisme de défense qui consiste à dire que tout ce qu'on ne peut pas anticiper, on ne peut pas voir comme la peur du noir, est anxiogène. Mais pourquoi? Le pire peut arriver comme le meilleur. Moi j'aime à dire que ce développement technoscientifique reste des outils, tout dépend de l'usage qu'on en fait. On reste libre encore. Et de dire quelque chose qui sera aussi un peu ma conclusion d'aujourd'hui. Et c'est le message que j'avais envie de vous transmettre. Avec un peu de recul et un peu de distance. Pour moi, s'il y a un pari à faire aujourd'hui, parce qu'il y a plein d'autres problématiques liées à l'intelligence artificielle, au développement du numérique, il y a plein d'autres problématiques parce qu'il y a la modification de nos ethos, les jeunes ne vivent plus totalement de la même manière que nous, il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours de la bonne façon, etc. On est inquiet aussi vis-à-vis de ces mutations. Moi j'avais juste envie de dire, il faut qu'on fasse le pari de la créativité. Et la créativité, que ce soit de l'ordre de l'imagination, voire jusqu'au fantasme, que ce soit de l'ordre du rêve, je le disais tout à l'heure, que ce soit de l'ordre de l'art, de la poésie, ne peut se faire que dans la rencontre avec la différence. Et par essence, la différence est anxiogène. On cherche toujours à la ramener au même, à la ramener à soi. Donc c'est là où il faut faire preuve de confiance, comme tu disais, mais dans le sens de l'audace, et faire le risque de l'autre avec un grand A. Mais moi, j'ai vraiment envie de vous transmettre quelque chose aujourd'hui, c'est oser créer, pour oser révolutionner. Et ça, c'est une donnée qu'on porte en nous. Merci Elsa pour ce petit mot de conclusion. Justement, parce que moi j'étais exactement sur le même truc. D'abord, il faut comprendre. Mais dis donc toi, mais qui toi? Mais qui es-tu?
Je suis en train de venir. Moi, je suis en train de venir. LLC, c'est les atrioles, elles ont train de venir, en fait. Moi, j'allais dire, oui, effectivement, d'abord, il faut comprendre et il faut faire, parce que souvent, c'est en faisant qu'on comprend. Ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui n'est pas facile, c'est de rentrer dans cette dynamique. Vous savez, l'anxiété, c'est une dynamique négative, quoi. Et donc, des fois, il faut arrêter cette spirale négative et rentrer dans une spirale positive, qui est celle de je comprends, je teste, donc je prends confiance, donc c'est mon anxiogène. Alors, pour passer de l'une à l'autre, moi, je conseille la vodka. Avec mes deux collègues, Dominique et Jacques, on espère que vous allez repartir comme nous avec une idée à travailler personnellement, une idée à échanger avec vos collègues et voilà, que ça va vraiment vous donner une belle réflexion. On vous remercie de votre attention, on vous remercie d'avoir participé à notre atelier.